Dans ce deuxième épisode de la série sur le rapport à l'écologie, je reçois un camarade de classe, Benjamin Couton, que j'ai rencontré il y a 2 ans à l'ENS et qui va nous parler de son rapport à l'écologie, mais avec le prisme un peu plus politique, parce qu'il étudie à Sciences Po en parallèle de l'ENS et il voudrait travailler dans la haute fonction publique. Il va nous parler de son rapport à l'écologie et de ce qu'il met en place au quotidien, mais d'abord, commençons par un petit plan sur les composts de l'ENS. Genre c'est quelque chose d'extrêmement sophistiqué. Genre juste on essaie vaguement de maintenir. Et ça sert à quoi les matières sèches? Entre l'azote et le carbone. Faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça sert à quoi les matières sèches? Alors en fait normalement on va avoir une formation de la métropole pour bien nous expliquer. Pour l'instant c'est pas très clair dans ma tête. Mais en gros visiblement il faut qu'il y ait un bon équilibre entre azote, donc ça en gros c'est ce qu'on balance habituellement, et de la matière sèche. Ça évite que déjà ça sente mauvais. Ouais. Donc c'est plutôt cool pour les gens qui habitent à la résidence à côté. C'est mieux que la terre soit à la fois composée de trucs plus secs qui vont être plutôt composés de carbone et d'autres trucs qui sont plutôt composés d'azote. Voilà, je crois que ça aère aussi le compost, mais en vrai c'est hyper flou dans mon esprit, mais juste je sais qu'il faut que je le fasse parce que sinon je me fais fâcher par les jardiniers. Alors, Parce que c'est toi qui es responsable du compost? Ouais, vaguement. En fait on est 3 ici, c'est juste que j'aime pas trop rester dans ma chambre, je trouve ça plus marrant d'être dans le jardin. Donc de fait comme là il n'y a pas grand chose à faire, enfin théoriquement on pourrait faire un potager d'hiver, mais en fait je sais pas faire, j'ai pas de graines et du coup en plus la terre elle a déjà beaucoup travaillé pendant tout l'été. Du coup en fait il y a plutôt des trucs à faire au niveau du compost. En fait là le jardin qui est à droite, ouais. on l'a travaillé, genre on a fait des rangs et tout des machins. Ouais. Et le jardin de gauche, on a juste balancé le compost qui était là. Ah. Et c'est les graines du compost. Ouais, et en fait comme il y a la map et que du coup là beaucoup de résidents et résidentes balancent leurs graines de courge dans le compost. En fait il y en a plein qui ont germé, on s'est dit bah on va voir. Et tu peux expliquer juste ce que c'est la MAP? Ouais, c'est association, je crois, le A, pour le maintien d'une agriculture paysanne. On passe directement, enfin, on travaille directement avec les producteurs qui nous amènent leurs produits, qui sont forcément des producteurs locaux. Après, il y a différentes normes. Normalement, c'est bio. Et donc là, on a une grosse AMAP. Je crois qu'on est les plus grosses AMAP de Lyon, en fait. C'est plusieurs centaines de paniers. Ouais. Je crois que, sauf erreur de ma part, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année. Donc pour des petits étudiants comme nous, c'est beaucoup. C'est ma 3e année ici. Et c'était vraiment la première année où j'ai été assez investi à Anvers, du coup, qui est l'asso écolo de l'ENS, quoi. La plus grosse activité, c'est la MAP. La MAP reste un truc très important. Enfin, on fait plein de pubs, il y a toutes les distributions avec pratiquement chaque semaine quelque chose à gérer, quoi. Il y a un producteur qui n'a pas pu amener tous les produits, ou il y a eu un truc qui était en retard, ou il y a des amapiens qui ont fait des réclamations, enfin, il y a toujours des petites choses à régler. À Noël, souvent on a plein de produits qui sont assez chouettes, enfin, des confitures, du chocolat, plein de trucs, bref. Et après il y avait plein de petites actions à côté, et moi j'avais plus été là-dedans, enfin en tout cas j'avais essayé de faire plein de choses, j'avais essayé qu'on ait un poulailler dans l'ENS, parce que j'adore les poules. Ensuite parce que les composteurs ils peuvent pas accueillir tous les biodéchets. Typiquement le pain, la viande, le poisson, en fait il faut des certifications spéciales, il peut y avoir des risques sanitaires, il peut y avoir des problèmes de nuisibles pour le coup. Et alors déjà qu'on n'est pas forcément encore suffisamment formé sur les biodéchets hyper classiques, genre des épluchures de patates, on va pas s'amuser à mettre du bœuf bourguignon à l'intérieur. Bref, du coup, je voulais faire ça et en fait, ça a pas marché. Les biodéchets aux poules. Ouais, exactement. Manger, ouais. Donc du coup, je réalisais mon amour pour les poules, tout en ayant des œufs locaux. On avait trouvé quelqu'un qui pouvait nous donner des poules à qui on pouvait les rendre en été. En fait, ça a pas marché pour une raison assez simple. Il y a des réglementations particulières. Des réglementations sanitaires, sonores. Donc par exemple, si on veut avoir des coqs ou si on veut avoir un certain nombre de poules, il faut faire des trucs et tout. Donc j'étais allé voir la mairie, c'est dans la mairie du 6e, il y a un service dans la mairie du 6e pour ça. Et en fait ça a été refusé pour une bonne raison, même si au début j'ai été très vexé, mais le fait est qu'on arrivait dans un jardin qui en plus c'est un jardin patrimonial, qui est un sacré refuge de biodiversité à l'échelle de Lyon. Et on arrivait avec notre projet à nous, sans connaître le jardin, sans avoir consulté les personnes qui géraient le jardin et sans avoir regardé comment ce projet pouvait concrètement s'insérer. On va mettre des poules. L'arrivée de poules allait déranger l'écosystème, c'est ça? Ça pouvait le déranger, mais surtout c'était vraiment arriver de l'extérieur pour instaurer un projet qui n'était pas pensé pour le jardin, dans le jardin, en ayant compris le jardin, mais de façon complètement a priori en fait. Je pense pas que le projet soit impossible en lui-même. On n'était pas dans la bonne démarche. On n'était pas dans une démarche assez constructive, je pense, avec eux. C'est un peu tout le problème en fait, dès qu'on essaye de faire une action écologique, il faut toujours essayer de s'inscrire dans le contexte et parfois c'est un peu compliqué. J'avais essayé de faire plein de choses, j'étais
très motivé, j'avais beaucoup d'idées, beaucoup de motivation. Et en fait, j'étais souvent trop pressé. Et je voulais absolument que le truc se concrétise là, maintenant, tout de suite. Et toutes les personnes qui bloquaient, je me disais, j'étais un peu un seigneur Sith. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Si la personne bloquait, je me disais forcément elle est pas écolo ou elle doit être, je sais pas, presque elle est écolo-sceptique quoi. Alors qu'en fait non, pas du tout. Du coup j'avais un peu quitté envers là-dessus en me disant on n'arrive pas à monter nos projets alors que en fait il faut juste accepter qu'il y a des personnes qui ont des contraintes mais c'est frustrant, Ouais, c'est difficile. Est-ce que tu peux quand même te présenter, dire un petit peu déjà qu'est-ce que tu étudies ici à l'ENS? Je fais de la philo, Ouais. de la philo contemporaine. Et tu t'étudies pas seulement à l'ENS? Non, je suis aussi à Sciences Po, Paris, au master de administration publique. Je pense que c'est le plus gros master de Sciences Po qui nous prépare théoriquement au concours de la fonction publique type ENA, INET et compagnie. On fait du droit, de l'économie et de la finance en particulier. Et ça c'est ce que tu voudrais faire, passer un concours de la fonction publique? Oui, parce que déjà pour des raisons pratico-pratiques, on a un engagement décennal à l'ENS à rembourser. Ouais. Et il me faut donc être fonctionnaire. Je me dis qu'une des bonnes solutions pour être un acteur qui contribue au changement d'une certaine façon, c'est d'avoir un poste dans l'administration, dans un ministère typiquement, et d'essayer de mettre en place des politiques typiquement écologiques. Est-ce que tu es proche d'un certain parti ou est-ce que tu aimerais juste être un fonctionnaire du coup sans parti particulier? C'est difficile parce que du coup il y a vraiment ces deux pôles, le pôle administratif et le pôle politique. Je ne sais pas à quel point les deux sont compatibles. Pour l'instant, j'ai été un tout petit peu engagé chez ELV, notamment à l'occasion des municipales ici à Lyon. Ouais. Mais quand je dis engagé, c'était en fait très léger. Enfin, j'ai fait quelques tractages. Ouais. Je suis allé à quelques. T'es pas dans les listes Non, j'étais pas du tout dans les listes. Mais de fait, je suis pas du tout hostile à voter pour d'autres partis. Ouais. Typiquement, enfin là, il y a la primaire populaire. L'idée est de faire en sorte qu'on ait une primaire qui désigne un ou une candidate de la gauche ou du mouvement écologiste qui représente toute la gauche, tout le mouvement écologiste pour la présidentielle, et que cette primaire ne soit pas uniquement descendante avec les partis politiques qui désignent des candidats, mais que nous-mêmes, on ait la possibilité de désigner les candidats qui nous parlent, qui nous intéressent et qu'on aimerait voir élus. Et donc c'est un processus qui d'une part est très démocratique, d'autre part qui permet de rassembler la gauche et l'écologie. Est-ce que tu te verrais un jour participer à cette politique, être un élu, ou est-ce que tu comptes plutôt rester fonctionnaire? Enfin, peut-être que tu n'as pas encore visibilité là-dessus, mais ouais. Est-ce que ça te plairait à terme quand même Enfin, si je réfléchis à qui je suis, je pense que j'ai beaucoup plus un caractère ou un profil de fonctionnaire. C'est-à-dire vraiment la personne qui produit par sa connaissance et son travail, on va dire, des réflexions ou propose un argumentaire, analyse des situations. Par contre, si je réfléchis à ce qui me semble le plus efficace ou ce que j'aimerais théoriquement le plus faire, c'est vrai qu'être élu est quelque chose qui me parle, mais j'ai beaucoup de mal à me mettre en avant, me mettre en scène, défendre mes idées. Et en fait, je pense que c'est l'ENS qui m'a apporté, à tort ou à raison ça, mais on prend quand même conscience de nos très très grandes limites intellectuelles. Et la plupart des choses que je pense, je suis pas sûr que je les pense vraiment au fond. C'est très très dur d'aller devant la foule, en tout cas tel qu'on peut se l'imaginer, et d'affirmer très très haut, très très fort que oui, vraiment c'est ça qu'il faut et que c'est absolument certain et que les autres n'ont absolument rien compris et que vraiment... oui, surtout sur une question d'écologie qui risque d'évoluer et du coup on risque d'être en porte-à-faux avec ce qu'on avait dit il y a 2 ans. Quoi. Et le fait est que moi-même, sur la question écologique, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai pu évoluer, des choses qui ont vraiment changé dans ma pensée ou dans mes représentations du monde. Et du coup, je suis pas du tout sûr d'être capable. En tout cas, alors là vraiment, demain c'est impossible. Impossible que je sois candidat à quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai jamais été candidat à quoi que ce soit dans ma vie en fait. Il faut quand même que je précise que c'est toi qui m'as fait découvrir la collapsologie parce que tu avais organisé une projection d'un documentaire de Pablo Servigne en 2019 et j'étais venue à cette projection et j'avais un peu découvert l'urgence, j'avais pris conscience de l'urgence de la crise climatique grâce à toi. Du coup, pour moi c'est ça le tournant. Est-ce que tu as eu vraiment un tournant ou un moment de réalisation? C'est rigolo, je savais pas du tout. Mais du coup, en même temps, tant mieux parce que c'est aussi un peu pour ça que j'ai organisé mes projections. J'aurais pas une date aussi marquante qu'un documentaire ou quoi, mais il y a une espèce de période. Disons que l'écologie est toujours un thème qui était un peu présent dans ma vie d'une certaine façon. Déjà parce que j'ai une vraie appétence pour tout ce qui est lié à la nature d'une certaine façon. La passion pour les animaux, passion pour les plantes. J'ai toujours fait mon jardin, mon grand-père a toujours fait son jardin, je vais aux champignons tout le temps. Tu viens d'où? Je viens du Poitou-Charentes. En première terminale,
enfin quand j'ai découvert la philo en fait, hein, j'ai développé une certaine éthique qui est un peu naïve mais qui est un peu teintée de stoïcisme et d'utilitarisme et qui en gros me pousse à essayer de, ce qu'on pourrait dire, faire le bien. Enfin, en tout cas c'est un espèce d'idéal. Et forcément quand on a ça en tête et qu'on nous parle d'écologie, on se dit mais c'est incroyable parce qu'on peut faire le bien de tout en même temps, le bien de la planète, des écosystèmes, des animaux, des autres êtres humains, des pauvres en particulier qui souffrent le plus de tout ça. Et donc du coup ça nous attire beaucoup et dès le début des classes prépa en fait j'étais très attiré par ça. Attiré comme par un idéal en fait de justice sociale. Ouais, il y avait vraiment de ça effectivement. Et après il y a eu un moment de prise de conscience en particulier qui est vers la fin de ma cube, donc 2019 en fait aussi. En fait j'ai rencontré ma compagne, qui est toujours ma compagne d'ailleurs, à ce moment-là. Et qui elle était très, très écolo aussi. On se connaissait pas, on a beaucoup discuté l'un avec l'autre et on a en même temps beaucoup fait des recherches l'un et l'autre de notre côté. En fait on avait un espèce de sentiment diffus qui avait un énorme enjeu. Pour le coup les vraies grosses personnes les grosses choses qui m'ont fait faire cette espèce de révolution interne, c'est vraiment en fait la même chose que toi, c'est-à-dire des documentaires ou des conférences que j'ai pu voir sur le net. Ce qui est très étonnant parce qu'on a... j'ai un parcours très académique en fait, on nous apprend à lire les livres canoniques, etc. Et je crois que c'est la seule fois de ma vie où je suis allé un tout petit peu en dehors, en regardant notamment du coup les conférences, les livres de Servigne, Jean Covici et Aurélien Barraud qui du coup sont quand même très connus. Et à ce moment-là où tu as découvert un petit peu la crise écologique, etc., est-ce que tu as ressenti ce qu'on appelle de l'éco-anxiété ou de la solastalgie? Pour certains ça se caractérise vraiment par une dépression, pour d'autres c'est plutôt une peur panique. Est-ce que toi tu as vécu ça ou pas trop? Un petit peu je pense. Un petit peu, je pense qu'il y avait... C'était pas mon émotion première. Mon émotion première, je pense que c'était plus, je sais pas si le terme est approprié, mais une sorte d'excitation, mais pas forcément positive, c'est-à-dire un besoin d'agir tout de suite, c'est-à-dire vraiment j'avais besoin de me... T'es pressé par l'urgence. Ouais, j'étais pressé par l'urgence et j'avais l'impression, je pouvais faire n'importe quoi tant que c'était écolo, ça me faisait du bien en fait, ça me rassurait. Et dire que évidemment que ramasser 3 déchets par terre le matin ne changera pas la face du monde, mais il y avait un besoin de faire quelque chose qui aille dans le bon sens. Ça c'était clair. T'as aussi changé ton régime alimentaire? Alors en fait je l'avais changé complètement avant. 2 ans auparavant j'étais déjà végétarien. Je suis pas végane mais je suis pas très loin du véganisme en termes quantitatifs. Donc si tu l'avais changé c'était pour l'écologie ou c'était tout simplement par appétence? Alors un tout petit peu par écologie mais c'était pas mon argument central. Pour le coup c'est vraiment, j'avais lu des textes d'éthique animale en fait, ce qu'on appelle l'éthique animale en philosophie morale. Et en fait en les lisant je me suis dit mais vraiment Benjamin tu n'as aucune raison de manger de la viande. Vraiment, tu ne peux pas justifier ton régime alimentaire et par conséquent tu es obligé de changer. J'ai jamais été un énorme viandard, je mangeais beaucoup de poissons mais et les barbecues l'été c'était quand même vraiment un plaisir. Mais en fait, ça s'est fait avec une simplicité remarquable, c'est-à-dire que je crois que le premier jour j'ai décidé d'être végétarien, je suis allé à la cantine et j'ai pris un steak parce que j'avais juste oublié que j'étais végétarien. Donc voilà, j'ai mangé mon steak. Le lendemain j'ai dû finir je crois le steak de ma copine au self quoi. Et le surlendemain, c'était fini. Et après j'ai plus jamais mangé de la viande. Ça c'est dur pour beaucoup de personnes, mais alors ça vraiment pas du tout. Voilà, donc, aucune difficulté. En fait, ton rapport à l'écologie est plutôt positif parce que visiblement t'as pas trop ressenti ni de frustration ni de stress. Alors en fait je reviens un tout petit peu sur ce que j'ai dit. Il y avait de l'excitation qui était mon sentiment premier. Il y a aussi eu des moments de peur je pense, plus compassionnels, au sens où ma copine elle a vraiment eu des moments d'angoisse et je pense qu'à ces moments là je partageais son angoisse et parfois j'étais aussi angoissé je pense. Je pense que c'était paradoxalement, alors même que j'avais conscience que des dégradations étaient déjà à l'œuvre et que des personnes pâtissaient déjà de beaucoup de choses liées au dérèglement climatique ou aux diverses destructions écologiques, je pense que c'était plus par rapport à l'avenir. Je pense que pour le coup mes angoisses étaient plus égocentrées. Et pour le coup, il y avait une vraie croyance en un espèce d'apocalypse qui allait arriver bientôt. Et je pense que c'est là-dessus que mes réflexions ont le plus évolué. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, le fait de découvrir tout d'un coup ces thématiques-là, ces réflexions sont restées très passionnelles pendant au moins 1 an, quelque chose comme ça. Et avant de réussir à prendre du recul et me dire non, en fait, demain matin, la Terre ne va pas exploser comme ça. Les choses vont probablement prendre plus de temps. Je suis beaucoup moins passionnel par rapport à ce sujet-là. Et je pense que dans ces passions, il y avait une excitation, un besoin d'agir tout de suite. Et il y avait aussi une angoisse. J'avais une vision très claire de ce qui allait se passer ou de ce qui était vrai d'un point de vue écologique. Et j'ai vraiment vu des personnes en qui j'avais confiance. Par exemple, je sais pas, typiquement un rapport du GIEC en fait, et l'espèce de bible des écologistes. Voilà, c'est ce que la science, ce que
tous les articles scientifiques compilés et lus, relus, analysés par des chercheurs du monde entier. Enfin, c'est quand même très très difficile d'attaquer ça. Et ça, dans ce qu'il y avait, il était par exemple question des guerres pour les ressources, guerre pour l'eau, guerre pour le pétrole, etc. Qui était un truc qui pour moi était très clair en fait dans ma série. J'étais convaincu que on allait avoir des guerres dans tous les sens, des gens allaient se battre comme dans les vraies grosses dystopies américaines avec des gens avec des fusils qui sortent d'un... Exactement. Dans le rapport du GIEC, il y a marqué franchement les guerres de l'eau. On n'a aucune preuve qu'il n'y en ait jamais eu et il n'y a pas de corrélation. Alors qu'il y a des trucs où ils te disent bon, la corrélation elle est vraiment très claire. La dégradation des productions agricoles à cause du réchauffement climatique, c'est clair. Voilà. Et la montée du niveau de la mer à cause, c'est clair. Mais là-dessus ils disaient non vraiment, on n'a pas de preuves, on a quelques articles mais c'est pas très ténu. Souvent c'est des situations, et en fait souvent ce qu'ils disent c'est politique. Les guerres restent des choix politiques. Et s'il y a guerre, c'est bien parce que soit des dirigeants l'attisent, soit des dirigeants la veulent, soit il y a des intérêts économiques derrière, mais il est possible de prendre un peu de recul, ce qui m'empêche pas du tout ni d'agir, ni d'être militant ou militante ou quoi, mais simplement, je pense que ça m'a aidé en tout cas à dépassionner le truc.